C'est lui. Nous sommes tous observés. Dans la rue, dans le métro, et même jusque chez nous. Des yeux invisibles sont à l'affût des criminels et des terroristes. De nouvelles technologies permettent de repérer ces derniers avant qu'ils ne frappent. De denses réseaux de caméras de surveillance, des systèmes de reconnaissance faciale. Vérifiez s'il est fiché. Même des dispositifs de localisation implantés dans le corps. Des technologies qui peuvent rendre l'invisible visible. Et des traces électroniques qui révèlent qui nous sommes et où nous sommes allés. Alors poussons la porte de sécurité et pénétrons ensemble dans le monde secret et parfois troublant de la surveillance. Londres, 7 juillet 2005. C'est l'heure de pointe du matin dans une des villes les plus surveillées au monde. Plus d'1 demi-million de caméras gardent la capitale. Partout, des yeux mécaniques scrutent et observent. En moyenne, un Londonien est filmé par plus de 300 caméras au cours d'une journée. Un rempart de caméras protège également le cœur de Londres. Bilan, 52 morts. 700 blessés graves. Scotland Yard ouvre alors la plus grande enquête de son histoire. Il va nous falloir de nombreux mois d'investigation approfondie. Les enquêteurs visionnent d'interminables heures d'enregistrement vidéo dans l'espoir d'apercevoir les coupables. Mais comment se fait-il que le système de surveillance le plus élaboré de toutes les villes du monde n'ait pas permis de prévenir ces attentats? La réponse se trouve dans un hangar crasseux du centre de Londres, le poste de commandement de Westminster.
ceci n'est qu'une petite partie d'un immense réseau de caméras de surveillance qui s'étend à travers toute la ville. Actuellement, il y a à peu près 4 millions de caméras dans tout le Royaume-Uni. Si vous habitez Londres, Robert McAllister, le directeur du poste de Westminster, peut pratiquement surveiller chacun de vos mouvements. Quand vous sortez de chez vous le matin et que vous prenez les transports en commun, il y a très certainement une caméra. Si vous empruntez une rue piétonne, et si vous entrez dans un magasin, où que vous soyez dans Londres, vous serez probablement filmé par une caméra de surveillance. Ça ne m'intéresse pas de voir quelqu'un boire un cappuccino dans sa cuisine le matin. Mais si on vous enlève votre enfant, si vous êtes victime d'un crime ou si on vous cambriole, vous apprécierez les caméras de surveillance. Si vous êtes un criminel, ce sera le contraire. Les caméras de surveillance ont déjà fait leurs preuves dans la lutte contre la criminalité. Ce groupe de 4 individus nous intéresse. Août 2004, un groupe d'hommes fixe un dispositif électronique sur un distributeur d'argent avec lequel ils volent des numéros de cartes et des codes. Puis, ils font de multiples retraits sur les comptes des victimes. Les hommes de McAllister utilisent les caméras de surveillance pour les appréhender. Ils les suivent de caméra en caméra et guident prudemment les policiers vers le bon véhicule pour qu'ils empêchent la fuite des malfaiteurs. Quand le véhicule démarre, on voit bien la plaque. La voiture de police bloque cette file. On a là une intervention réussie qui va certainement conduire à une arrestation. Voilà l'image que la plupart d'entre nous ont de la surveillance à grande échelle. Un Big Brother doté de milliers d'yeux. Pourtant, cela ne suffit pas à arrêter un terroriste déterminé à tuer. La vidéosurveillance a ses limites. D'abord, il faut savoir qui on cherche. Ensuite, il faut des hommes derrière chaque écran, chaque minute de chaque jour. Naturellement, il leur est difficile d'identifier une situation qu'ils ne soupçonnent pas. On ne peut pas vraiment prédire un crime. La vidéosurveillance n'a pas permis de prévenir les attentats, mais elle a joué un rôle majeur dans l'enquête. Il fallait trouver 4 individus et de minuscules indices parmi des milliers d'heures d'enregistrement. Ces caméras ont filmé les terroristes 9 jours avant les attentats. On les voit ensemble à la gare de Luton. Ensuite, on voit qu'ils se sont retrouvés au métro King's Cross. Ils arrivent ensemble et repartent séparément. Cela confirme qu'ils faisaient partie de la même unité. Et c'est une information clé pour l'enquête. Le défi de demain en matière de surveillance, trouver les individus avant qu'ils ne commettent des crimes. Une tâche qu'une simple caméra ne peut pas remplir. Un outil bien plus sophistiqué est déjà utilisé, non pas pour arrêter les terroristes, mais pour attraper les requins du poker. Chaque année, plus de 35 millions de touristes affluent dans cette oasis au milieu du désert. La plupart savent que les casinos utilisent la vidéosurveillance. Mais peu savent à quel point ils sont épiés. Ici, le jeu, c'est du sérieux. Les joueurs dépensent plus de 6 milliards de dollars par an. Et les tricheurs peuvent mettre la main sur des millions. C'est pourquoi les casinos utilisent quelques-uns des systèmes de surveillance les plus sophistiqués au monde pour observer leurs clients. Chaque fois ou presque qu'ils retournent une carte, qu'ils baissent un levier ou jettent un dé, ils sont filmés par des yeux invisibles. 5, 7. Lorsqu'ils entrent dans l'immense casino Aladdin pour jouer, les clients pénètrent dans un monde sous haute surveillance. Surveillance. À sa tête, un homme qui reste tapi dans l'ombre. On peut voir sans être vu. Un peu comme une caméra cachée. Bill Page est le directeur de la surveillance et il s'assure que son équipe reste invisible, cachée, loin du strass et des paillettes.
Les clients ordinaires ne lèvent pas la tête. S'ils le faisaient, ils seraient étonnés. Waouh, regarde toutes ces billes noires au plafond, je me demande ce que c'est. Ce sont des caméras dômes présentes dans tout l'établissement. Ces caméras ont l'air ordinaires, mais bien qu'installées sur des plafonds hauts de 12 mètres, elles peuvent lire l'heure sur une montre ou les numéros de série sur un billet. Avec 1000 caméras enregistrant en permanence, il faudrait près de 3 ans à une personne pour visionner les images enregistrées en une seule journée au casino Aladdin. Il est impossible de tout regarder en temps réel. Mais pour ceux qui savent ce qu'ils cherchent, ces cassettes sont précieuses pour confirmer les soupçons de triche. Les gens sont toujours tentés d'être malhonnêtes. Et mon travail est de veiller à ce que ça n'arrive pas. Voici les images d'un homme qui joue à la roulette. Mais regardez bien. Rien ne va plus. Il tente de miser après coup. Et voilà la mise. Les images montrent que le joueur a placé des jetons après l'annonce de la croupière. Voilà la fin des mises et il pousse des jetons vers elle pour la troubler. Rien ne va plus. Et voilà la mise. C'est assez flagrant. Mais il trouve un tricheur plus subtil au blackjack. L'homme tord les cartes pour pouvoir les distinguer et avoir un avantage injuste sur le casino. Cet individu tord les cartes hautes. Là. Tordre les cartes est un péché capital à une table de jeu. Les casinos appellent ça tricher et expulsent tous ceux qui s'y risquent. Il modifie l'issue du jeu et on ne veut pas de ces gens-là dans l'établissement. Dans ce jeu de dés, tout semble normal jusqu'à ce qu'on regarde les images plus attentivement. Voici le sujet et on a la victime là. Regardez bien les mains du sujet. On voit la femme glisser sa main sous celle de son voisin au moment où il regardait ailleurs et lui voler ses jetons. Et voilà. C'est lui. Aujourd'hui, Bill surveille un joueur de blackjack qui gagne partie sur partie. Restez sur lui. Oh, il est revenu sur ses pas. C'est un sournois. L'équipe de surveillance le soupçonne d'être ce qu'ils appellent un indésirable. Les indésirables ne sont pas à proprement parler des tricheurs, mais comme ils essaient de contourner le système, les casinos les excluent dès qu'ils les ont identifiés. Si cet homme est un indésirable, il se peut qu'il ait déjà été filmé. Bill Page a besoin d'un raccourci technologique pour le savoir. Il se tourne donc vers la reconnaissance faciale. Regardez s'il est fiché chez nous. C'est une nouvelle avancée technologique et il espère qu'elle l'aidera à identifier les individus au moment où les problèmes surviennent. On prend des instantanés, image par image de son visage, sur un moniteur. Puis on enregistre ces données dans le logiciel. Il faut trouver le bon angle et le bon éclairage pour que la photo soit utilisable. On compte 80 points de comparaison principaux sur un visage. L'ordinateur décrit le visage en traçant un maillage et en mesurant la distance entre les différents points. Pris ensemble, ces points créent un code numérique unique appelé empreinte faciale. L'ordinateur compare l'empreinte faciale du suspect à une base de données d'indésirables dans des casinos du monde entier. Mais la décision finale incombe à l'homme. C'est lui, c'est notre homme. Cette fois, le suspect est un acteur qui met le système à l'épreuve. Mais la reconnaissance faciale permet à Bill Page d'enquêter sur de vrais indésirables 1 à 2 fois par semaine. Quand on prend quelqu'un en train de faire quelque chose d'illégal, ce n'est pas une bagatelle. C'est quelque chose qui nous aidera à protéger l'établissement. On prend donc ça très au sérieux. Les systèmes de reconnaissance faciale comme celui-ci sont tributaires d'images de très bonne qualité et de décisions prises par l'homme. Pourtant, dans le cas des attentats de Londres, même si les photos des terroristes avaient figuré dans une base de données, il est peu probable que les enquêteurs auraient pu établir un lien. Les images des caméras étaient en effet trop floues ou prises sous de mauvais angles.
Mais les scientifiques sont en train de mettre au point un nouveau système de surveillance grâce auquel la reconnaissance faciale pourrait prendre une toute autre dimension. La numérisation 3D couplée à la localisation par satellite. Cette technologie permettrait de trouver n'importe qui, n'importe où sur la planète. Le défi de demain en matière de surveillance, ce n'est plus seulement de repérer un visage dans une foule, mais d'identifier une personne où qu'elle se trouve sur Terre. Ce laboratoire travaille sur cette avancée technologique cruciale pour l'avenir. Il est équipé d'un dôme géant qui utilise la reconnaissance faciale en 3D et permet l'identification d'une personne sous n'importe quel angle ou presque. Selon la police, ils ont été filmés pendant la préparation des attentats. Pour trouver les suspects des attentats de Londres, les enquêteurs ont dû visionner des dizaines de milliers de cassettes vidéo. Ils ont dû également limiter leurs recherches dans le temps et l'espace et n'ont finalement trouvé que des images des suspects de mauvaise qualité. Un observateur ordinaire n'y aurait pas prêté attention. Mais les spécialistes de la reconnaissance faciale comme Hans-Peter Pfister savent qu'un système plus élaboré pourrait pallier ces limitations à l'avenir. Les caméras étaient placées assez loin dans les stations de métro et ont filmé ces individus sous des angles plutôt biscornus. Pour rendre la reconnaissance faciale plus probante, il faut vraiment une base de données en 3 dimensions. Regardez la caméra, elle va filmer votre visage et l'enregistrer. Hans-Peter Pfister connaît les limites du système de reconnaissance faciale en 2D. Car s'il peut reconnaître une personne déguisée, il ne peut pas l'identifier de profil. Démonstration. Des lunettes ne suffisent pas à tromper le système. Même chose pour des moustaches. Une chevelure étrange. Oui, c'est bien. Et même une barbe. Mais s'il tourne la tête, l'ordinateur ne le reconnaît plus, car il ne peut plus mesurer la distance entre les différents points de son visage. Hans-Peter Pfister espère donc que son dôme 3D permettra à l'ordinateur d'apprendre à reconnaître un visage sous tous les angles. Il doit placer son sujet à un endroit précis pour que l'image soit nette. Ensemble, les caméras créent une image composite. Un maillage de plus de 64 000 points forme un visage complet. Cette image finale est appelée modèle 3D. On peut le faire pivoter ou le mettre de face pour le comparer à une base de données de visage. L'espoir est qu'un jour tous les criminels puissent être identifiés sous n'importe quel angle. Le système en 3D est donc extrêmement prometteur pour de futures enquêtes. Comme celle des attentats de Londres, où les caméras de surveillance ont filmé les terroristes de profil. Et cette nouvelle technologie pourrait être couplée à des caméras intelligentes qui pourraient repérer des visages et les comparer à une base de données. Le défi à relever pour la technologie de surveillance, c'est de trouver les individus où qu'ils soient avant qu'ils ne frappent. Nous voici dans un autre laboratoire qui met au point un système qui fait justement ça. Direction Boston. Dans un laboratoire du Massachusetts, des scientifiques sont à la poursuite d'un criminel. Un avis de recherche du FBI leur a été envoyé par leur quartier général. L'homme recherché s'appelle Thomas O'Connor. O'Connor est coupable de fraude bancaire. Il a détourné des centaines de millions de dollars dans des banques aux 4 coins du monde. Nos scientifiques injectent le visage d'O'Connor dans leur base de données. Grâce à un logiciel de reconnaissance faciale, relié à des millions de webcams installés dans les rues et les immeubles du monde entier, une chasse à l'homme planétaire commence. Direction Tokyo. Dans chaque ville, les webcams municipales balaient les rues à la recherche d'un visage qui correspond. Londres. Toronto.
Les scientifiques sont informés que O'Connor vient d'entrer aux États-Unis via New York. Chaque bâtiment de la ville apparaît alors en 3 dimensions, permettant une vue aérienne. Vérifions les banques. Signalé. Banque. Ils demandent à l'ordinateur de leur montrer toutes les banques de New York. Il faut sélectionner une zone. Prenons Broadway. Voyons les webcams. Ils passent Times Square au peigne fin, mais sans aucun signe de O'Connor. Ils se dirigent vers le quartier des affaires. Je vais prendre cette zone. Elle est assez grande. Beaucoup d'activités ici. Il faudrait voir les webcams là. Grâce à des milliers de webcams, ils balaient les rues dans l'espoir d'apercevoir O'Connor. Et finalement, leurs efforts sont récompensés. Apparemment, il serait entré dans cette banque. Un détecteur se déclenche. Une caméra repère O'Connor dans le hall d'une banque. Il n'a traversé ce hall que quelques secondes plus tôt, pourtant ils ont trouvé son visage dans un océan de millions de visages. Il serait dans cette zone. Depuis la salle de commandement, ils envoient des unités sur les lieux et effectuent son arrestation. Cette salle de contrôle est fictive, mais toutes ces technologies existent déjà. Elles n'ont simplement pas été associées pour l'instant. Quand elles le seront, il sera pratiquement impossible qu'un visage nu échappe à la détection. La reconnaissance faciale est de plus en plus performante. Mais demain, les technologies de surveillance ne se contenteront plus seulement de vous identifier par votre apparence extérieure. Elles s'immiscent déjà dans votre corps. Elles vous espionnent de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Elles assurent la sécurité des frontières les plus sensibles du monde. Les aéroports, des carrefours où se croisent des milliards de gens et des infrastructures parmi les plus vulnérables aux attaques. La technologie de surveillance y est cruciale et quand il s'agit de contrôler des frontières, les yeux jouent un rôle essentiel. La reconnaissance de l'iris est un système biométrique qui utilise le cercle de couleur de l'œil pour identifier une personne. Les passeports traditionnels peuvent être falsifiés, mais l'iris de chaque œil, même chez les jumeaux ou chez une même personne, a son propre dessin qui ne peut pas être copié. L'iris est le seul organe interne qui soit visible de l'extérieur. Et son dessin ne change jamais. C'est donc le passeport idéal. Les iris sont généralement 10 fois plus précis que des empreintes digitales et bien plus fiables pour identifier une personne que son visage. En voici la parfaite illustration. On pourrait penser qu'il s'agit d'une photo du vice-président américain à côté du président. Mais en réalité, les yeux, le nez et la bouche de Dick Cheney ont été pris sur le visage de Bush et copiés sur le sien. Il est difficile de distinguer un visage de l'autre. Les différences ne sont pas assez nombreuses. Il n'y a pas grand-chose d'aléatoire dans la géographie d'un visage. Si elle était aussi aléatoire que le dessin d'un iris, on verrait des visages avec 6 nez, 5 bouches, 3 yeux placés n'importe où. La reconnaissance faciale fonctionnerait très bien. Le professeur John Dogman de l'université de Cambridge est l'inventeur de la reconnaissance de l'iris. C'est le caractère très aléatoire du dessin de l'iris qui fait la force du système de Dogman. Ces formules mathématiques permettent déjà de repérer des individus lorsqu'ils franchissent des frontières sensibles. Certains aéroports des États-Unis utilisent déjà la reconnaissance de l'iris. Mais c'est aux Émirats arabes unis que cette technique est la plus répandue. Tous les ports d'entrée du pays ont recours au scanner de l'iris, y compris le principal aéroport de Dubaï. Les Émirats arabes unis comptent sur cette technologie pour arrêter les personnes qui entrent illégalement dans le pays. 80% de la population des Émirats arabes unis est étrangère. Pour contrôler ce flot humain,
les détenteurs de visas étrangers sont comparés à une liste noire de l'immigration sur laquelle figurent 500 000 criminels et individus en situation irrégulière. Les autorités scannent près de 7000 personnes chaque jour. Thank you. Next. Tout d'abord, le scanner balaye l'œil d'une lumière infrarouge invisible pour localiser et isoler l'iris. Il trace ensuite point par point le dessin de l'iris et génère une équation mathématique appelée gabarit ou iris code. En une seconde, il compare ce code aux 500 000 autres codes de la base de données et cherche une correspondance. Aujourd'hui, l'inspecteur Ibrahim a un problème avec un homme qui vient d'arriver d'Iran. En moins d'une seconde, l'ordinateur effectue un demi-million de comparaisons et montre que le dessin de son iris correspond à un iris code de la base de données. Il y a correspondance. Il ne peut plus entrer aux Émirats arabes. Il est interdit de séjour définitivement. L'homme était sur la liste noire car il avait déjà tenté d'entrer dans le pays sans visa. Cette fois, son corps l'a trahi. Il sera renvoyé en Iran par le prochain vol. Ce système a déjà permis d'empêcher 25 000 personnes d'entrer illégalement dans le pays. Mais malgré l'efficacité de la reconnaissance de l'iris, son inventeur sait qu'il y a des dangers à utiliser le corps pour procéder à des identifications. Il y a une dimension orwellienne dans la biométrie, dans la mesure où des machines peuvent, de façon fiable et automatique, vous identifier et suivre vos mouvements en fonction de votre identité. Et naturellement, chaque pays, selon sa culture, a sa vision du degré de liberté auquel les individus ont droit. Les systèmes de reconnaissance de l'iris s'immiscent dans nos corps. Mais il existe une nouvelle technologie de surveillance qui peut nous mettre à nu, une véritable fouille virtuelle. Il s'agit de la technologie backscatter. Sur ces images, on peut voir une femme pratiquement nue, à l'exception d'une arme en plastique et d'un engin explosif caché sur son corps. Lorsque cette technologie fut brièvement utilisée à l'aéroport d'Orlando en Floride, elle souleva des inquiétudes concernant le respect de la vie privée et déclencha un tollé général dans la presse. Alors, les fabricants se sont remis au travail et cherchent un moyen de dissimuler l'anatomie. En attendant, le gouvernement a suspendu l'utilisation de cette technologie. Mais elle peut déjà faire plus que contrôler des personnes. Ce camion banalisé est en train de passer au crible un parking entier. Car la technologie backscatter permet de regarder à l'intérieur des voitures garées. Elle traverse le métal et permet de détecter des composés organiques comme ce plastique. Après les attentats de Londres, les enquêteurs ont bouclé le parking où les terroristes avaient garé leur voiture. Et en ouvrant le coffre, ils ont fait une découverte capitale. Bizarrement, dans cette voiture, on a trouvé d'autres explosifs. On ne sait donc pas quel autre terroriste allait venir et se servir. 16 bombes de fabrication artisanale étaient cachées dans la voiture de location. Cette découverte est arrivée trop tard pour prévenir ces attentats. Mais si au moment où elle entrait dans le parking, la voiture avait été contrôlée par la technologie backscatter, le pire attentat de l'histoire de la Grande-Bretagne aurait peut-être pu être évité. Déployée le long des frontières, la technologie backscatter est une arme puissante dans la lutte anti-contrebande. Elle peut montrer en un instant ce qu'un douanier mettrait des heures à trouver. Contrôlé au rayon X classique, ce camion de fruits à Hong Kong ne semble rien contenir de suspect. Mais la technologie backscatter détecte de l'héroïne. Ce sont ces blocs blancs cachés sous les fruits. Bien qu'elle fonctionne comme des rayons X classiques, la technologie backscatter met au jour des choses que les rayons X ne voient pas.
À la frontière guatémaltèque, un camion de bananes renferme une cargaison secrète. Des clandestins apparaissent clairement cachés sous les fruits. La technologie backscatter envoie des faisceaux de lumière de haute énergie sur un objet. Ces faisceaux pénètrent les objets denses comme le métal. Mais ils rebondissent et sont réfléchis quand ils touchent des matières à faible densité comme des bananes ou des personnes. C'est la façon dont ces particules de lumière sont réfléchies qui révèle la forme de l'objet rencontré. Bien que certaines nouvelles technologies puissent être invasives, elles renforcent la sécurité aux endroits où elle est le plus nécessaire. Mais il est un autre défi. Surveiller une ville tout entière. Des millions de personnes, des centaines de lieux, même la nuit, avec des technologies si performantes qu'elles pourraient bien finir par montrer ce qu'elles ne sont pas censées montrer. « 27 août 2004. Des manifestants protestent contre la Convention républicaine. Des milliers de gens sont descendus dans la rue. 16 étages plus haut, le producteur de musique Jeff Rosner est dans son appartement. Avec la nuit étoilée au-dessus de lui, sur sa terrasse filante, Jeff Rosner a une vue panoramique de la ville. Ce soir-là, il est en galante compagnie. C'était un samedi soir. Mon ami était venu, on buvait quelques verres de vin, on avait mis de la musique, on passait du temps ensemble, on savourait la soirée. Au bout de quelques minutes, Jeff Rosner et son ami sortent sur la terrasse. Ce soir-là, comme tous les soirs, ils pensaient qu'ils étaient seuls dehors. Ma terrasse est totalement privative, elle est au 16e étage, il n'y a pas d'immeuble autour. Si je suis sur la terrasse la nuit, on ne peut pas me voir. Mais ce soir-là, Jeff Rosner et son ami ne sont pas seuls. Et ils sont sur le point de se retrouver nez à nez avec l'avenir. À 15 km de là, un engin unique est en cours de préparation pour une nuit de surveillance. Depuis ce lieu sécurisé, les hommes de l'unité d'aviation de la police de New York peuvent transformer la nuit en jour. Leur mission, percer l'obscurité et repérer toute situation anormale dans New York. Cet hélicoptère banalisé est un Bell 412 EP. Il coûte 10 millions de dollars et est équipé de la dernière technologie infrarouge. Sa caméra permet à ces hommes de faire des patrouilles à des centaines de mètres d'altitude dans le ciel de Manhattan sans être vus. L'équipe effectue plus de 9000 missions de surveillance par an. Dirigée par l'inspecteur adjoint Gallucci, elle est chargée de repérer les crimes, les activités terroristes et toutes sortes d'incidents. On est en surveillance 24 heures sur 24. On est à l'affût de tout ce qui sort de l'ordinaire, des situations inhabituelles, dans des lieux sensibles. À une vitesse de plus de 240 km/h, il ne leur faudra que quelques minutes pour parcourir les 15 km qui les séparent de la ville. Ils survolent Brooklyn et suivent leur progression sur une carte en temps réel. Puis, aux abords du port de New York, ils allument la caméra infrarouge et font apparaître un monde jusque-là invisible. Tout ce qui utilise de l'énergie, une voiture, une personne, même un glaçon, émet de la chaleur sous forme de particules de lumière. Mais la plupart de ces particules infrarouges produisent si peu d'énergie qu'elles sont invisibles à l'œil nu. Mais l'hélicoptère est équipé d'une caméra à infrarouge spéciale.
dont l'objectif détecte l'énergie infrarouge et la transforme en un signal électronique. Ce signal est converti en une image thermique qui apparaît sur un écran. Personne ne doit se trouver sur Liberty Island la nuit. L'équipe balaye le bas de la statue pour vérifier qu'il n'y a bien personne ce soir. Depuis la console de surveillance aménagée à l'arrière de l'hélicoptère, il voit le ferry de Staten Island qui effectue sa traversée des centaines de mètres plus bas. Dernière étape avant Manhattan, le pont de Brooklyn. Ils font un zoom sur l'ouvrage à plus de 6 km de distance. L'ordinateur de bord permet à l'équipe de programmer une cible comme la zone de Times Square dans un système de guidage GPS. En quelques secondes, ils sont au-dessus de leur cible. Survoler Manhattan, on ne s'en lasse jamais. C'est magnifique. Mais on ne doit pas oublier qu'on a un objectif, qu'on ne fait pas du tourisme. Tout le monde dégage de la chaleur et l'hélicoptère de surveillance peut suivre un individu à des centaines de mètres de distance, généralement à son insu. Le soir du 27 août, la manifestation continue 16 étages plus bas, sous l'appartement de Jeff Rosner. Et l'hélicoptère à infrarouge de la police new-yorkaise surveille l'événement. On était là pour surveiller la situation, les mouvements de foule. Notre travail consiste aussi à contrôler les toits d'immeubles bordant la manifestation, pour vérifier qu'il ne s'y passe rien d'anormal. L'hélicoptère balaye le quartier à la recherche d'éventuels problèmes. Pendant ce temps, la soirée de Jeff Rosner se passe bien. C'était une soirée romantique. C'était une très belle nuit. La police filme toit après toit. Rien d'anormal à signaler. Quand tout à coup, quelque chose d'inattendu se produit. Au moment où l'hélicoptère survole le toit de Jeff Rosner, sa caméra montre deux personnes qui, de toute évidence, ne s'intéressent pas à la manifestation. Mais la caméra reste sur l'immeuble et enregistre la scène pendant près de 4 minutes. Des mois plus tard, Jeff Rosner est stupéfait quand un journaliste de la télévision locale frappe à sa porte pour lui montrer ces images. Ça m'a mis en rogne. Je me suis dit, c'est pas normal, ça va pas, ça. Je suis content que cette technologie me protège. Mais ça me rend triste qu'on puisse en faire un mauvais usage. Alors c'est arrivé, et c'est moi qui ai été visé. J'ai envie de dire, hé mec, s'il te plaît, éteins ta caméra et dégage. C'est ma vie, ma soirée, t'as rien à faire ici. Ne viole pas mon intimité. Jeff Rosner considère que c'est un abus des technologies de surveillance, mais la police n'est pas d'accord. On ne cherche pas à violer l'intimité des gens. On fait notre travail de policier, on protège les citoyens. À ceux qui pensent que c'est une atteinte à leurs droits et à leur liberté, je dis que la vie a changé. Il y a eu le 11 septembre et la surveillance policière maintenant doit être faite comme ça. Lors de On ne cherche pas à violer l'intimité des gens. On fait notre travail de policier, on protège les citoyens. À ceux qui pensent que c'est une atteinte à leurs droits et à leur liberté, je dis que la vie a changé. Il y a eu le 11 septembre et la surveillance policière maintenant doit être faite comme ça. Lors de la diffusion des images au journal télévisé, certains ont jugé que l'intimité de Jeff Rosner et de son ami avait été violée. Les technologies deviennent de plus en plus sophistiquées, mais ce n'est que le début. Les outils de surveillance vont déjà bien au-delà des caméras à infrarouge. Et la police n'est pas la seule à nous observer.
Les gouvernements, les organes du maintien de l'ordre et les entreprises utilisent nos objets de la vie quotidienne pour surveiller nos activités. Les téléphones portables peuvent suivre nos mouvements par le biais des tours de transmission et des satellites. Le téléphone portable nous piste physiquement. Il est dans notre poche et dessine une carte qui indique où on est allé et où on va. Les technologies que l'on utilise, de la clé électronique d'une porte, en passant par le badge de télépéage autoroutier, jusqu'au navigateur Internet de nos ordinateurs, toutes ou presque laissent une trace électronique. Il y a des appareils et des systèmes de paiement qui laissent derrière nous des traces, comme les traînées dans le sillage d'un avion. Et la surveillance du XXIe siècle est capable de suivre ces traces et de marcher dans nos pas, voire d'anticiper et de prédire où on sera avant qu'on y arrive. Grâce à la technique du data mining, les entreprises et les gouvernements extraient tous ces détails de notre vie quotidienne et les enregistrent sur d'immenses bases de données. L'école que vous avez fréquentée, ce que vous avez acheté hier, où vous avez mal, combien vous avez épargné pour votre retraite, et même vos mauvais penchants. Ces informations et bien d'autres sont accessibles à ceux qui savent où chercher. Au lieu du grand secret qu'on veut cacher, on a des millions de petites bribes d'informations qui, en s'ajoutant, créent un profil numérique de nous très juste, très précis, très prévisible. Les gouvernements utilisent la surveillance pour la sécurité et le maintien de l'ordre. Les entreprises pour dresser des profils de nos comportements et vendre toujours plus. Plus ces technologies gagnent du terrain, plus il est difficile de se cacher. Les gens sont très prévisibles. Si vous savez où j'étais à 15h15 ces 250 derniers jours, vous pouvez aisément deviner où je serai à 15h15 demain. Et si vous êtes capable de savoir où je serai demain à 15h15, il n'y a presque rien que vous ne puissiez faire. D'ores et déjà, les technologies de surveillance sont partout. Mais il se peut que demain, le système suprême ne nous surveille plus de l'extérieur, mais qu'il soit à l'intérieur de notre corps. Et qu'il ait le pouvoir non seulement de dire qui nous sommes, mais aussi tout ce que nous faisons. L'avenir de la surveillance est ici, à la vue de tous, dans la discothèque Baja Beach Club de Rotterdam, aux Pays-Bas. À première vue, rien d'anormal, mais en fait, ce n'est pas une boîte de nuit ordinaire. Le Baja Beach Club a des clients VIP différents des autres clients. Ils n'ont pas besoin de caisse d'identité ni d'argent pour payer leur consommation. Pour entrer dans le club, il leur suffit de se faire scanner le bras. Et ce soir, Rayoni Schutten, 21 ans, va rejoindre cette élite. Je le fais parce que c'est plus pratique. On vous apporte à boire et à manger. Plus besoin d'aller au bar. Mais avant de faire la fête, Rayoni a rendez-vous avec un médecin. Car il va se faire implanter dans le bras une puce électronique. Il s'agit de l'identification par radiofréquence. Une puce RFID est un petit gadget qui transmet un signal radio lu par un scanner. En 2003, le ministre de la Justice mexicain et certains de ses collaborateurs se sont ainsi fait implanter des puces RFID pour avoir accès à des zones sensibles. Bien que ce ne soit pas encore répandu, le médecin de Rayoni a déjà implanté près de 100 puces. Au départ, j'avais des réticences, bien sûr, car il s'agit d'implanter des puces dans des jeunes gens en bonne santé. Mais je crois que c'est l'avenir. Chaque puce a un numéro, et un scanner connecté à une base de données peut révéler instantanément l'identité du porteur, ainsi que bien d'autres renseignements. Mais techniquement, il n'y a pas de limite aux informations que peut contenir une base de données. Voici l'aiguille avec laquelle je vais implanter la puce.
La puce elle-même est à peine plus grosse qu'un grain de riz. Elle restera dans le corps de Rayoni jusqu'à la fin de ses jours ou jusqu'à ce qu'il subisse une opération chirurgicale pour la faire enlever. Rayoni doit être anesthésié localement avant l'implantation. La puce est implantée à peine quelques millimètres sous la peau. Si elle était trop près du muscle, elle pourrait l'endommager et Rayoni la sentirait en bougeant. Si tout se passe bien, il ne saura même pas qu'elle est là. J'enlève l'aiguille et c'est fait. L'opération ne prend que quelques secondes. Et maintenant, l'heure est à la fête. Tandis que les autres doivent payer à l'entrée, lorsque Rayoni arrive au club, son nom et son numéro l'identifient instantanément comme un membre VIP. Il se dirige vers le carré VIP. Il se sert de sa puce pour acheter une boisson. Le club Baja laisse entrevoir un avenir qui n'est pas si lointain. D'ores et déjà, certaines personnes portent des puces contenant des informations médicales vitales. D'aucuns pensent que bientôt tout le monde aura une puce d'identification qui permettra une nouvelle forme de surveillance. Joe Van Galen est le gérant de la discothèque et il aime garder un œil sur tout le monde, et en particulier sur ses clients VIP. Je pense que dans 20 ans, ce sera monnaie courante. À la naissance, on vous mettra une puce et vous la garderez toute votre vie. Il y aura toutes sortes d'informations dessus. En cas de problème, on lira votre puce et on saura qui vous êtes. L'implantation de puces d'identification n'est peut-être d'ailleurs que le début. Les futures puces pourraient être couplées à la technologie GPS. Et il serait alors possible de repérer n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Les parents et les propriétaires d'animaux utilisent déjà des appareils GPS externes pour ne pas perdre la trace de leurs êtres chers. Aux États-Unis, quelques 7500 criminels sont surveillés par GPS. Et la miniaturisation de ces appareils va bon train. Bien que les implants de GPS n'existent pas encore, ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que chaque criminel, et peut-être chaque citoyen, ne soit porteur d'une puce d'identification. Autrefois du domaine de la science-fiction, ces technologies de surveillance sont en train de devenir une réalité. Mais plus elles deviennent perfectionnées, plus elles soulèvent de controverses. Au nom de la sécurité, les sociétés partout dans le monde tentent tant bien que mal de redéfinir la frontière entre surveillance et vie privée. Cette loi permettra d'identifier, de démanteler, de contrecarrer et de punir les terroristes avant qu'ils ne frappent. Quelques mois à peine après les attentats du 11 septembre, le président George Bush donnait secrètement l'ordre au gouvernement d'écouter les conversations téléphoniques de certains Américains sans obtenir de mandat. D'un point de vue technique, espionner des communications n'est pas difficile. Pratiquement tous les appels téléphoniques, tous les fax et tous les emails passent par un réseau de tours et de satellites. Ces données numériques peuvent être interceptées par des paraboles d'écoute ou par des satellites espions. Les États-Unis comptent plus de 30 000 personnes chargées d'écoute réparties dans le monde entier et travaillant avec au moins 100 satellites espions. Toutes les 3 minutes, ils récoltent assez d'informations pour remplir la bibliothèque du Congrès. Les gouvernements nous disent que ces technologies assurent notre sécurité. Mais où cela va-t-il mener ? Plus que jamais, ceux qui nous gouvernent disent que nous avons besoin de surveillance dans un monde devenu dangereux. Mais même
même un demi-million de caméras n'ont pas pu empêcher les attentats de Londres. De nouvelles technologies comme les implants d'identification, la reconnaissance de l'iris, la reconnaissance faciale ont le pouvoir de démasquer quiconque a commis un crime. Ou franchi une frontière illégalement. Mais elles ont également le pouvoir d'envahir notre intimité. Demain, dans le monde de la surveillance absolue, il n'y aura peut-être plus aucun moyen de se cacher.